Le Fonds mondial FMI vient d'annoncer que le retrait du Niger de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, pourrait affecter durement son économie. Dans un rapport récemment publié sur l'économie du pays, le Niger risque une diminution de 0,8 points sur le pourcentage de la croissance du pays en 2025. Cette diminution viendra de 3 secteurs principaux. Il s'agit du commerce transfrontalier, de la mobilité de la main-d'œuvre et de l'environnement général des investissements. Dans les détails, le tarif extérieur commun et le schéma de libéralisation des échanges en vigueur dans l'espace CEDEAO ne pourra plus être appliqué au pays à cause de son retrait de la communauté, surtout avec le Nigeria, son partenaire économique principal. Ainsi, les produits alimentaires, le carburant et l'électricité ne seront plus livrés au Niger comme auparavant. Cette prévision du Fonds monétaire international se base sur la décision du Niger de quitter la CEDEAO. Pour le Niger, ce retrait ne sera pas non plus sans conséquence. Il a d'ailleurs entrepris de s'allier avec des pays côtiers comme le Togo pour avoir une ouverture sur la mer. Mais pour l'heure, rien n'est encore fixé. 607 milliards de francs CFA, c'est la somme qu'avait prévu obtenir l'État togolais cette année sur le marché des titres publics de l'Union monétaire ouest-africaine. Après plusieurs émissions de titres sur le dit marché, le ministère de l'Économie et des Finances a totalisé 531 milliards de francs CFA, qui équivalent à 87% des 607 milliards de francs CFA prévus initialement. Cette progression dans le rassemblement de ces fonds pourrait en effet être un avantage pour l'État togolais qui, à la fin de cette année, peut avoir sur le marché des titres publics de l'UEMOA plus que la somme prévue. Ces ressources, dont dispose l'État togolais, ont été mobilisées au moyen des émissions simultanées d'obligations assimilables du Trésor, OAT, et de bons assimilables du Trésor, BAT. La dernière émission en date a fait un total de 32,1 milliards de francs CFA. La mobilisation de ces ressources financières a pour objectif le financement du budget exercice 2024 du Togo. Le Togo et ses grandes villes continuent de payer le prix fort avec la naissance du grand banditisme, des vols à main armée, des cambriolages, des braquages, entre autres, créant un sentiment d'insécurité. De jour comme de nuit, le phénomène se multiplie et amène les forces de sécurité à opérer des interpellations au quotidien. Le cas le plus récent est l'interpellation de 3 présumés braqueurs qui attaquent à main armée les stations-service de Lomé à Sokodé en passant par Tchévié et Ahépé. En effet, ces 3 individus de nationalité togolaise et nigériane font partie d'un réseau auteur de plusieurs faits criminels au cours des mois de mai, juin et juillet 2024. Leur mode opératoire consiste à cibler des lieux où ils sont convaincus de trouver de l'argent, notamment des stations-service ou des quincailleries. Selon la police, ils y font irruption dans ces lieux précités nuitamment et tiennent des occupants en respect avec des armes avant de défoncer les coffres forts pour s'emparer des numéraires et des objets de valeur. Ainsi, à Tchévié, dans une station d'essence, ils ont emporté environ 8 millions de francs CFA, puis 80 000 francs CFA dans une autre station-service à Ahépé. Dans le Tchaoudjo, ils ont également réussi le coup dans une station d'essence en emportant 900 000 francs CFA. Tous ces faits, parmi tant d'autres, démontrent que malgré les mesures prises par les autorités contre l'insécurité, le phénomène est loin d'être éradiqué. Une victoire pour la diplomatie et un tournant historique. C'est ainsi que les autorités centrafricaines ont réagi après la levée mardi de l'embargo sur les armes à destination de Bangui. Une décision prise à l'unanimité par le Conseil de sécurité. Le total de l'embargo sur les armes en République centrafricaine est une décision importante, car elle marque un tournant historique et crucial pour la paix et la stabilité, non seulement en République centrafricaine, mais également dans la région de l'Afrique centrale. Cette victoire diplomatique constitue une première étape qui redonne dignité à la République centrafricaine et à son peuple, en faisant de la diplomatie centrafricaine un modèle de persévérance et de détermination dans la quête d'un monde plus juste, plus en équité et par conséquent d'un avenir plus pacifique pour tous. L'embargo avait été imposé en 2013 aux premières heures de la guerre civile
qui a déchiré ce pays d'Afrique centrale. Mardi, le Conseil de sécurité a cependant interdit la vente d'armes jusqu'au 31 juillet 2025 aux groupes armés actifs en République centrafricaine. Un nouveau cessez-le-feu en République démocratique du Congo qui commencera le 4 août a été convenu mardi. L'accord a été conclu à l'issue de négociations entre la RDC et le Rwanda, a indiqué dans un communiqué la présidence angolaise, qui assure la médiation des pourparlers. Le communiqué ne précise pas quelles parties ont accepté le cessez-le-feu, ni combien de temps il durera. Une trêve humanitaire de 2 semaines a été instaurée plus tôt en juillet, au milieu de violents combats entre les troupes gouvernementales congolaises et les rebelles du groupe M23. Le Congo accuse le Rwanda de soutenir les rebelles, des accusations réfutées par Kigali. Depuis fin 2021, les forces armées de la RDC et les rebelles du M23 s'affrontent dans le Nord Kivu. Les combats dans cette province ont déplacé plus de 1,7 million de personnes, portant le nombre de déplacés au Congo par de multiples conflits à un record de 7,2 millions selon les estimations des Nations Unies. Les inondations dans la province de Kassala, à l'est du Soudan, ont aggravé les difficultés des personnes déplacées à la recherche d'asile. Dans la zone connue sous le nom d'école industrielle, l'un des plus grands camps de déplacés de Kassala, les populations implorent les bonnes volontés. Nous venons de Sénar et nous sommes installés depuis 20 jours dans une zone appelée l'école industrielle. Vous voyez l'eau et la pluie, nous sommes disposés à rejoindre un site qu'ils aménageront. Voyez vous-même les conditions ici. Nous demandons aux autorités de s'occuper de notre situation le plus rapidement possible. Depuis samedi, les abris des déplacés coulent sous les eaux de plusieurs jours de pluie ininterrompue. Je lance un appel à toutes les personnes compatissantes et bienveillantes dans la province de Kassala, à l'extérieur du Soudan et dans toutes les provinces du Soudan, pour qu'elles aident les personnes ici en leur fournissant des équipements, des abris, tout ce dont ces personnes ont actuellement besoin. Le Soudan est plongé dans le chaos depuis le début de la guerre entre l'armée régulière et les RSF en avril de l'année dernière. Au Maroc, les coups de chaleur se sont multipliés alors que les températures dans ce pays d'Afrique du Nord continuent d'atteindre des records, certaines villes ayant dépassé la barre des 40 degrés. Le vent sec et chaud du désert du Grand Sud du Sahara marocain continue de souffler vers le nord en direction de la côte méditerranéenne de l'Europe. Cette période entre la fin juillet et le mois d'août enregistrera des températures plus élevées. L'autre cause est le réchauffement climatique dont les scientifiques nous ont mis en garde. Les experts climatiques marocains ont averti que les vagues de chaleur sévères risquent de persister. Ils ont également indiqué que de nombreuses régions du pays avaient atteint les 47 degrés. Le Maroc est confronté ces derniers jours à une vague de chaleur extrême. Les fortes chaleurs ont causé des décès. Après avoir augmenté de 50% par rapport à la moyenne, ma famille et moi avons décidé de venir à la plage pour nager et profiter de la mer. Un hôpital du centre du pays a enregistré 21 décès liés aux conditions météorologiques. Le chef du Hamas, Ismaël Haniyeh, a été assassiné à Téhéran. L'annonce a été faite sans plus de détails à la télévision tôt ce mercredi par les Gardiens de la Révolution, une organisation paramilitaire iranienne. Le groupe militant palestinien a accusé Israël d'être à l'origine de l'attentat. Ismaël Haniyeh se trouvait à Téhéran pour assister à la cérémonie de prestation de serment du président iranien Massoud Pezeshkian mardi.
Le Hamas a déclaré que l'homme avait été tué par une frappe aérienne sioniste sur sa résidence à Téhéran. Pour rappel, Israël avait juré de tuer le chef du bureau politique du Hamas après l'attaque du 7 octobre qui a fait 1200 morts et 250 otages. Ismaël Haniyeh avait quitté la bande de Gaza en 2019 et vivait en exil au Qatar. Le plus haut dirigeant du Hamas à Gaza est Yehia Sinwar, à l'origine de l'attaque du 7 octobre. Des manifestations s'organisent dans les rues de Téhéran ce mercredi suite à l'assassinat du chef politique du Hamas, Ismail Haniyeh, dans la capitale iranienne où il était venu pour assister à la cérémonie d'investiture du nouveau président iranien, Massoud Pezeshkian. Le responsable palestinien a été tué lors d'une frappe qui aurait été menée par Israël, selon l'Iran. La République islamique d'Iran est hospitalière et elle doit absolument réagir de manière décisive à l'assassinat de son invité qui assistait à une cérémonie officielle. Cela est nécessaire pour sa sécurité et sa paix. Aucun pays ne devrait avoir le courage d'assassiner un invité officiel dans un autre pays, dans sa capitale. Nous sommes très tristes de ce qui s'est passé. L'Iran a décrété 3 jours de deuil public à travers le pays pour Haniyeh. Une cérémonie funéraire aura lieu jeudi, après quoi le corps du responsable palestinien sera transféré à Doha au Qatar, où il sera enterré le vendredi.